métropolitain. Je suis en plus impliqué dans le projet métropolitain et j'anime avec mon collègue Jean-Luc Poulet un groupe de travail qui s'appelle Gouvernance. Donc on est en plein dans le sujet. Donc en tant qu'élu communal et métropolitain, je suis doublement heureux d'accueillir les membres du conseil de développement, nos conférenciers, qui, je l'espère, vont nous éclairer sur un sujet passionnant, éminemment d'actualité, et sur lequel nous nous interrogeons, nous, élus, habitants, tous les jours. C'est le rôle et la place des habitants et de leurs représentants dans ces métropoles qui sont en train de se construire. Tout d'abord, pourquoi organiser un débat public ? Alors Caroline le disait, le débat public, c'est une des fonctions, je dirais un des rôles, une des missions du Conseil de développement. L'objectif, finalement, c'est un petit peu de faire connaître des sujets qui parfois peuvent paraître un petit peu techniques, on va en parler ensuite, faire connaître au grand public ces sujets, essayer de susciter le débat public, faire en sorte que chacun puisse être informé sur un sujet, puisse discuter de ce sujet, puisse débattre de ce sujet. Cette fonction, pour nous, elle a été particulièrement importante. Quand on a été élu à la coprésidence du Conseil de développement, on a voulu insister particulièrement sur ce rôle-là, essayer de faire plus de débats publics pour ouvrir le Conseil de développement, je dirais, à l'ensemble des acteurs du territoire et pas uniquement ceux qui y sont représentés. On a donc déjà fait un premier débat public qui avait eu lieu sur la culture, sur les droits culturels, la prise en compte des droits culturels dans les politiques publiques qui s'était tenue à la métro, dans les locaux de la métro, dans l'hémicycle métropolitain. Ce soir, c'est donc un deuxième débat public. Évidemment, il en aura d'autres. Quand on parle dans la rue, quand on parle avec des gens, cette question de l'élection au suffrage universel direct des conseillers métropolitains, ça n'est évidemment pas une préoccupation de premier plan, ça n'est évidemment pas une préoccupation majeure, notamment parce que c'est technique et qu'on n'en voit pas vraiment l'impact. Deuxième diagnostic, c'est que c'est un sujet d'actualité. C'est-à-dire que c'est un petit peu un serpent de mer, évidemment, du domaine législatif et des politiques publiques. Ça fait longtemps qu'on parle de cette question, mais c'est un sujet d'actualité, nous l'avons dit, puisque la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de 2014, si je ne dis pas de bêtises, prévoit cette élection au suffrage universel direct et prévoit que les modalités doivent être définies avant le 1er janvier 2019. Donc on a là un petit créneau qu'on essaye de mettre à profit pour susciter le débat, pour discuter, pour échanger et pour parler des conséquences concrètes qu'aurait finalement cette élection au suffrage universel direct. L'idée, c'est évidemment de répondre à vos questions, c'est évidemment de susciter des questions et c'est de susciter le débat. C'est pourquoi on tient particulièrement à ce que tout au long des interventions, au fil des interventions, vous prépariez, vous de votre côté, des questions sur ce que vous n'auriez peut-être pas compris, sur des choses avec lesquelles vous seriez en accord, en désaccord, ça nous le verrons bien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pour nous est majeur, c'est que cette soirée finalement, on l'organise, mais elle est un peu la vôtre, elle est à votre disposition, c'est donc à vous d'en faire un petit peu ce que vous voulez. La loi MAPTAM, donc en 2014, a bien affirmé la volonté d'introduire le suffrage universel en 2020 pour la désignation du Conseil de la métropole. Pourquoi ? Quels enjeux ? Quelles conséquences cela va-t-il avoir sur la légitimité de ce Conseil, sur les débats qui pourrait y avoir, les débats politiques autour des enjeux métropolitains ? Donc, dans un premier temps, nous allons nous interroger si l'élection métropolitaine au suffrage universel direct est une réponse pour une métropole plus vivante. Tout d'abord, j'aimerais rappeler que la métropole est un territoire, depuis sa création en 2010, de plus en plus puissant, entre autres par l'intermédiaire du transfert de compétences depuis la commune jusqu'à la métropole, ce qui lui permet donc d'agir dans des champs de la politique de plus en plus divers. En effet, depuis la loi NOTRe en 2015, le pouvoir des métropoles est renforcé puisqu'elles détiennent désormais des compétences propres et de nouvelles compétences que Enzo a citées auparavant. On observe donc une métropole de plus en plus vivante puisqu'elle a des prérogatives d'action de plus en plus importantes avec des budgets de plus en plus élevés. Ainsi, cela nécessite de consulter les habitants et de créer un réel débat autour du programme métropolitain. Jusqu'à 2014, les maires décidaient de leurs élus représentants à la métropole. De cette manière, les citoyens ne participaient pas directement à la décision de ce programme métropolitain. Ainsi, les élections au suffrage universel direct pourraient donc être un moyen, une solution de mobiliser les habitants et de consulter leur opinion. Pour essayer de répondre à cette question, on va partir du constat qu'une métropole, c'est un regroupement de communes
qui implique donc une hétérogénéité, autant au niveau des populations que des propriétés même du territoire. Donc ça pose la question de savoir si on peut regrouper des mêmes enjeux, autant au niveau des différents espaces urbains et des espaces et les espaces ruraux, si entre eux on peut parler d'enjeux communs, et si même les communes rurales peuvent elles aussi avoir des problématiques communes et les regrouper sous un grand ensemble. Donc, ce qui pose finalement la question du programme électoral sur lequel pourraient se faire élire des élus au suffrage universel pour la métropole. Il est donc important de voir ici le principe de démocratie participative comme un enjeu important. La démocratie se mesurant bien sûr autant à la nature formelle de ces institutions ou à l'extension du droit de vote qu'à la qualité du débat qui s'y développe. Donc ce point soulève aussi la question par extension de l'expertise face à la légitimité des choix démocratiques. Donc dans cette optique, comment vulgariser ce savoir universitaire afin d'organiser un débat d'information de qualité. En ce sens, et plus encore, la mobilisation des jeunes est une question qui intéresse beaucoup, qui interroge beaucoup ce débat, surtout que cette catégorie est notoirement connue pour être la plus abstentionniste. Donc comment faire participer les jeunes, comment les intégrer au processus participatif, et également se poser la question s'ils seront plus sensibles étant donné la proximité de cette élection. L'objectif gouvernemental était clair. Il fallait doter en fait la France de pôles urbains à dimension européenne, vastes et puissants sur le plan économique. Et donc ici, les métropoles étaient vues en fait comme l'échelle administrative la plus apte à répondre à ces nouveaux enjeux. En effet, aujourd'hui, les métropoles sont les formes les plus intégrées de l'intercommunalité. C'est ce manque de légitimité politique et démocratique qu'ont les métropoles. Et justement, ce suffrage au suffrage universel direct permettrait à ces métropoles d'acquérir cet aval et finalement cette reconnaissance des citoyens. Je peux vous dire simplement combien je suis content de participer, surtout quand je vois, alors que la question tout à l'heure a été comment accrocher la jeunesse, de voir nos 5 citoyens là nous expliquer à nous la façon dont ils analysent les situations. Et pour moi, ça, c'est une richesse considérable. Et je compte sur vous. Et je suis content non seulement de vous voir, mais de vous entendre et de faire en sorte que vous poursuiviez ces travaux-là et que vous continuiez de nous expliquer à nous votre point de vue, sans avoir forcément raison, mais de nous permettre de réfléchir tous ensemble. Au mois de septembre 2011, il y avait eu des élections sénatoriales. Et pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, une majorité de gauche s'est installée suite à ces élections, notamment dans la 2e chambre, qu'est le Sénat. Jean-Pierre Bel en devint le nouveau président avec une nouvelle majorité. Et dans son propos d'alors, il avait mis en avant l'idée que le Sénat conduise une grande réflexion, un débat national, qu'il avait appelé d'ailleurs les États généraux de la démocratie territoriale. Et les choses ont commencé dès son installation à l'automne 2011. Et vous allez voir pourquoi je rappelle ça, parce que ça a son importance. Mais j'étais d'ailleurs parmi les membres du comité de pilotage qui a conduit ces États généraux. Et on s'est retrouvé, bien entendu, arrivé au printemps 2012, devant des difficultés, puisqu'il y avait une participation pluraliste de tous les groupes politiques du Sénat et au-delà. Mais vous pensez bien qu'arrivant à quelques semaines de l'échéance présidentielle, certains groupes ont dit on va mettre une parenthèse sur ces États généraux et on attendra notamment le résultat des 2 échéances présidentielles et législatives pour reprendre nos travaux. Pourquoi je rappelle ça? C'est parce qu'une fois les élections présidentielles et législatives terminées,
le gouvernement installé, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, Maryse de Brochu à la réforme de l'État et la mise en œuvre de la décentralisation, se sont retrouvés devant une difficulté. Comment faire? Et en plus, le Sénat tenait beaucoup, compte tenu d'une forme de prééminence de chambres représentatives des collectivités territoriales. On dit souvent le Haut Conseil des collectivités territoriales et de leurs élus, en disant mais on ne peut pas commencer à imaginer une loi puisque nous n'avons pas achevé les états généraux de la démocratie territoriale. Le président de la République a cédé à cette demande un peu insistante du président du Sénat et nous avons poursuivi cette réflexion qui s'est conclue à l'automne 2012 avec les états généraux à la Sorbonne, et ce n'est qu'ensuite que la discussion s'est amorcée sur la préparation d'un seul grand texte de loi de décentralisation, et c'est là quelque part que les difficultés ont commencé. On a vu tout de suite les oppositions entre quelque part les intercommunalités et l'affirmation des régions. On a vu là aussi une forme d'affaiblissement des conseils généraux, parce qu'on parlait des conseils généraux. On a vu là aussi une vraie confrontation entre les métropoles sur la question du développement économique et notamment les conseils régionaux qui étaient là aussi dans une volonté de confirmation de leurs responsabilités. Donc un exercice extrêmement difficile, et je ne parle pas des difficultés entre la relation communale aux établissements publics de coopération intercommunale. Au bout du compte, il est sorti, et ça on l'a oublié aujourd'hui, il y a eu un seul projet de loi, dit loi de décentralisation. Un seul projet, 207 articles, qui embrassait notamment l'organisation territoriale de la République pour tous les niveaux de collectivité territoriale. Et avec, quelque part, une certaine harmonie, une certaine cohérence dans ce texte. Et très vite, on s'est retrouvé face, quelque part, à une confrontation politique, et ce qui était un peu nouveau dans le même camp politique. Et le Sénat a dit « je ne prendrai pas ce texte qui sortait du gouvernement, et ce n'est pas possible. Donc, si vous le présentez, on votera contre. » Donc le gouvernement, devant cet écueil, a décidé de changer de stratégie et ainsi de diviser le texte en 3 parties, en 3 volets. Le Premier ministre, d'ailleurs, avait demandé aussi que le premier texte qui sorte soit le texte MAPTAM sur l'affirmation des métropoles et la modernisation de l'action publique. Et c'est comme ça qu'on a eu ces 3 textes de loi. D'abord, la loi sur les métropoles, ensuite la réforme sur le nouveau périmètre des régions, et la 3e partie, la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, qui concernait là toutes les collectivités territoriales. Parce que derrière la décentralisation, n'oublions jamais que la grande question de la décentralisation, c'est l'organisation de la démocratie territoriale dans notre pays. Et j'ai l'habitude de rappeler, et ça me paraît là aussi essentiel, que la décentralisation, dans son application, ce n'est pas la même chose de confier des responsabilités à des assemblées d'élus au suffrage universel direct que de placer ça sur une autorité ou une administration, qu'elle soit territoriale ou d'État. On est bien dans une approche démocratique où on confie à des citoyennes et à des citoyens des responsabilités avec notamment le suffrage universel. D'autres choix sont possibles. Je le rappelle souvent, un sondage d'opinion est passé totalement inaperçu en 2014 lors des élections municipales, qui disait à 54% que les Françaises et les Français disaient pourquoi pas à ce que les collectivités territoriales soient gérées par des administratifs et non pas une collectivité d'élus. Donc ça montre bien quelque part que sur ces grandes questions démocratiques, il y a là aussi encore un certain nombre de questions qui se passent. L'article 54 de la loi MAPTAM dit que, et d'ailleurs elle n'a pas été respectée, puisque à la fin de l'année 2016, un projet de loi devait être déposé au Parlement
sur la question de l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires. Il faut dire d'ailleurs que, là aussi, c'est un rappel qui me paraît essentiel, Marie-Lise Lebranchu avait mis dans le texte sur MAPTAM cette élection au suffrage universel direct. Et c'est sur la pression de l'Association des maires de France, présidée à l'époque par Jacques Pélissard, qu'ils ont reculé et qu'ils ont accepté finalement de le mettre dans la loi, mais en renvoyant aux calendes grecques, notamment l'application du texte. Et c'est ce qui fait que dans une forme de précipitation a été trouvé ce mode de scrutin un peu bâtard. Je m'interroge d'ailleurs toujours à savoir comment le Conseil constitutionnel a validé ce fléchage des conseillers communautaires ou des élections municipales pour considérer qu'il était au suffrage universel direct. Les métropoles dans le monde ont un gouvernement métropolitain qui est légitime et la plupart du temps, elles ont un président ou une présidente ou un maire ou une mairesse ou une maire qui est élu au suffrage universel direct. Donc on est dans la plupart des configurations à l'international avec un élu qui représente tout le territoire au suffrage universel direct. Un modèle présidentiel, personnalisé. On élit quelqu'un. On élit un représentant qui incarne tout le territoire. C'est pratiquement vrai partout. Alors il faut avoir ça en tête parce que ça change tout. Et deuxième idée qu'il faut avoir en tête, il n'y a pas une liste avec cet élu, mais il y a une assemblée, ce qu'on pourrait appeler le législatif, qui est élu à l'échelon métropolitain et qui va siéger et qui va valider ou pas l'exécutif représenté par l'élu, le maire ou le président. Autrement dit, on est dans un modèle très classique. En France, nous, on est dans une confusion. Je vous rappelle que l'équipe municipale devient le législatif et l'exécutif. C'est la singularité du modèle français, ça n'existe nulle part ailleurs. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans tous les pays du monde presque, les métropoles sont gouvernées par une grande assemblée, d'une part, élue. Donc, cette assemblée construit sa majorité entre eux. Il y a des négociations, il y a des partis. Et ensuite, à côté, il y a un exécutif qui est incarné par un président ou une présidente, ou un maire et une maire. Moi, ce que m'inspire ce débat, c'est qu'il faut prendre les métropoles une par une pour l'ouvrir, ce débat. Alors, il y a des règles techniques, des façons d'élire. Mais après, il y a des histoires très longues. À Grenoble, puisqu'on est à Grenoble, même si je dis que je parlerai que de l'étranger, l'intercommunalité, elle a été construite depuis les années 50 sur des deals très très précis entre les communes, sur des accommodements entre des identités. Si vous allez à Strasbourg, si vous allez à Nantes, si vous allez, on pourrait prendre plusieurs villes de France, l'intercommunalité ne s'est pas du tout construite de la même façon et du coup on ne peut pas la poser de la même façon aujourd'hui. Et donc quel que soit le système électoral, il y a un gros débat à ouvrir. Donc j'aime bien le terme de controverse là-dessus. Est-ce qu'il va y avoir une controverse à Grenoble là-dessus? Je ne suis pas sûr, mais c'est le bon terme. Comment on peut réfléchir à ce modèle, parce que moi je pense que c'est le modèle le moins pire d'un exécutif qui est élu directement et d'une assemblée qui gère, même si elle vient de tous les territoires, qui gère les enjeux de la métropole. Parce que je trouve que c'est le petit point sur les étudiants aurait peut-être un peu du plus insisté. 80% de l'action publique aujourd'hui se décide à l'échelon métropolitain. Donc on peut faire des dissertations à l'infini pour dire que le niveau communal est le bon niveau de proximité. Il y a une partie des arbitrages qui se font toujours au niveau métropolitain. Voilà, vous l'ignorez peut-être, mais il existe une coordination des conseils de développement. Les conseils de développement travaillent ensemble depuis 2002. Donc dès les débuts, parce qu'ils éprouvaient le besoin d'échanger, de voir comment fonctionnaient les uns et les autres. Et c'est ainsi que, d'abord en collectif et puis finalement en association, s'est constituée cette coordination. La coordination nationale des conseils de développement souhaite que la dimension métropolitaine soit plus clairement mise en avant lors des prochaines élections de 2020 et que les dispositions qui seront proposées par le gouvernement au Parlement permettent l'élection d'une partie significative des conseillers métropolitains au suffrage universel direct dans le cadre d'une circonscription unique métropolitaine. Ce scrutin spécifiquement dédié à l'échelle intercommunale permettrait un vrai débat sur les politiques d'agglomération ou de métropole. Il faudrait aussi qu'il conserve la nécessaire représentation des communes au sein du Conseil métropolitain
en évitant la surreprésentation de celles de très faible importance démographique. Moi, ça me choque que les conseillers métropolitains soient pas... Enfin, ça me dérange que les conseillers métropolitains ne soient pas élus au suffrage universel direct, parce que dans toutes les autres élections, là où que ce soit pour nos représentants ou les membres de l'organe législatif, quand on les élit au suffrage universel direct, ils sont obligés de défendre un projet politique qui paraît clair. Moi, ça me pose véritablement le problème, c'est le mode de scrutin tel qu'il existe à ce jour, vraiment du flou du projet. Voilà mon point de vue. Eh bien, je propose vraiment une solution qui consisterait à dire: nous gardons aujourd'hui, pour la moitié des conseillers métropolitains, la représentation sur la base des maires, parce qu'ils ont une compétence, ils ont une histoire, et pour ne pas les mettre non plus en conflit avec le Conseil, ils pourraient être dedans. Et l'autre moitié, eh bien, elle serait sur la base de constitution de listes métropolitaines qui donneraient une orientation, et ainsi on pourrait constituer ensuite le Conseil. Avec ces deux collèges, pourrait tout à fait être en situation de constituer une majorité. Merci. Tous les sièges au sein de cette Assemblée, voilà, c'est pour moi une question. Comment assurer réellement, physiquement au sein de cette Assemblée, la représentation de tous ces territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, et que des gens qui soient à Saint-Barthélemy ou à Veurey-Varois se sentent réellement représentés par des personnes qui vivent leur quotidien aussi, et pas simplement par des gens qui sont élus, certes, mais qui habiteraient tous en centre-ville ou dans la première couronne de la métropole. Voilà, je pense que pour moi, ça c'est une chose qui est réellement importante. Mais est-ce que le suffrage dont nous parlons, c'est vraiment universel? Je pense surtout aux ceux et celles qui habitent parmi nous, qui payent les impôts, mais qui n'est pas ni français ou française, et ni européenne et européenne. Donc, ces gens-là, ils ont habité chez nous, ils ont décidé, pour maintes raisons, de ne pas demander la nationalité française, mais ils sont quand même les membres de notre communauté, les membres de notre métropole. Comment peut-on faire pour qu'il y ait une relation entre l'électeur et l'élu, la responsable de la collectivité dans laquelle on se trouve? Ça me semble tout à fait essentiel pour que le système soit démocratique, qu'il y ait quelqu'un qui se présente à une élection, qui annonce ce qu'il a l'intention de faire, ça s'appelle un programme, et à qui ensuite on puisse demander des comptes, lui demander comment il a réalisé ce programme, et introduire ainsi un débat aller-retour entre l'électeur et l'élu. Le système actuel que nous avons à Grenoble, c'est tout le contraire. Tout le contraire. Je n'ai entendu aucun candidat à la métro, enfin dans ma commune il y en avait deux, et ni l'un ni l'autre n'ont jamais dit ce qu'ils envisageaient de faire lorsqu'ils seraient élus, s'ils l'étaient, enfin ni eux, ni les autres candidats relevant d'autres listes, et je n'ai jamais entendu le président actuel de la métro, M. Ferrari, annoncer un programme qu'il aurait eu à l'avance pour gérer la métro. Je pense qu'il faut absolument trouver un système dans lequel on ait cette relation électeur-élu avec un programme au départ et des questions, des redditions de comptes à la suite. Juste pour préciser le sens de ma question derrière, dire que par principe, et même par conviction, je suis pour l'élection au suffrage universel des élus communautaires, mais dans le même temps, pour reprendre une expression à la mode, des européennes jusqu'aux municipales, on en sera aux 7e élections municipales. Et est-ce qu'à force d'avoir un excès d'élections au suffrage universel, on ne va pas tuer le suffrage universel? Ça y est, on est dans la controverse, moi je suis ravi. Avant, je mets la dernière de côté, mais les 6 premières, vivacité démocratique, clarté démocratique, solidarité démocratique, équité, universalité, proximité. Vous venez tous de réclamer ce qu'il
fondent le jeu démocratique. Donc on voit bien qu'on est au cœur du débat quand on est à l'échelon métropolitain, sauf que le quartier, on pourrait dire la même chose, vivacité, clarté, solidarité, équité, universalité, proximité. Le niveau départemental, on pourrait dire la même chose, le niveau régional, on pourrait dire la même chose, et le niveau national et le niveau européen, on pourrait dire la même chose. Donc je trouve très intéressant qu'on pointe du doigt que de toute façon il n'y aura pas de formule miracle sur le suffrage universel, mais qu'il y a une façon de faire vivre la démocratie dans ces différentes strates, qu'aujourd'hui on est dans ces différentes strates. Si on fait un peu de sciences politiques en décalant, je reste à l'étranger, les grandes décisions aujourd'hui, les grandes régulations, elles se font dans une extraordinaire complexité entre le local, le micro-local et l'international, et qu'il n'y a plus de grand horloger. Le national n'est plus un grand horloger, c'est très clair. Les régions ont du mal à l'être. Un temps, il y avait toute une littérature, il y a seulement 20 ans, pour dire que c'était les régions qui allaient prendre la main. Maintenant, la littérature prospective, elle est plutôt c'est les métropoles qui vont prendre la main. C'est-à-dire que c'est les métropoles qui seront le centre de gravité des grandes régulations. Ça ne veut pas dire que ça sera les maîtres du monde, mais que le tournoi métropolitain aura un rôle très important dans les décisions sur la solidarité, sur l'équité, sur la clarté. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans vos différents témoignages, c'est qu'il y a une grande volonté de vitalité démocratique, qu'on voit bien que le métropolitain ne fait pas le taf. Moi, ce que je peux vous dire sur les expériences à l'étranger, c'est qu'il y a le même problème, c'est-à-dire que personne n'est satisfait. Les métropoles sont un objet politique en souffrance. Moi, ce qui m'a toujours surpris à l'étranger, c'est qu'il n'y a pas tant de confusion mentale, une fois que les systèmes sont en place, entre ce qu'est le niveau métropolitain et ce qu'est le niveau de l'arrondissement. On ne fait pas la même chose et on ne traite pas la même chose à l'arrondissement et à la métropole. Et ça, c'est un exercice très difficile. Je voulais dire que tout à l'heure, j'avais eu beaucoup de plaisir et je continue d'avoir du plaisir. Ce qui est assez surprenant quand il y a des débats politiques, et là, ça me plaît bien. Ça me plaît bien parce que la façon dont vous avez traité de l'histoire, vous avez aussi évoqué les histoires. Et quand on parle du cumul des mandats, du fait que certains élus s'approprient les institutions et qu'ils en font leur affaire, ça nous pourrit complètement la vie, quoi. Alors, il y a le cumul, mais il y a aussi la façon dont les gens, les élus, traitent de leur mandat et comment ils rendent compte. Je suis pour le suffrage universel, mais je suis aussi pour la représentation de chacune des communes. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les communes soient présentes à la métropole, mais pas par un système d'élection, par un tirage au sort parmi les élus qui ont une légitimité puisqu'ils ont été élus, et à ce titre-là, ils peuvent être représentants ou représenter leur commune. Vu l'importance des politiques qui sont exercées au niveau de la métropole, il est légitime que les citoyens demandent des comptes à leurs élus et qu'à ce titre, ils leur donnent un mandat pour exercer la politique qu'ils doivent exercer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Chaque conseiller métropolitain a été élu au niveau de sa commune sur une liste communale, et de ce fait, vous n'avez pas d'équipe métropolitaine qui a été élue en tant qu'équipe métropolitaine pour appliquer des politiques publiques sur des compétences métropolitaines. Du point de vue de la gouvernance, il ne faut pas non plus que ça constitue une régression. On a cité des exemples à l'étranger qui sont tout à fait intéressants. Et en France, on a quand même quelque chose de profondément ancré dans les mœurs, et en particulier dans les responsables politiques, qui est la haine du délibératif. C'est-à-dire on n'aime pas les assemblées où il y a différentes fractions, où il y a différents groupes, où il y a différentes sensibilités. On aime les présidences jupitériennes, voilà, qui s'exercent à tous les niveaux d'administration de l'État, où on a un omniprésident avec des compétences tout à fait démesurées. Dans les conseils régionaux, les conseils départementaux, les métropoles, on n'en est pas gouverné par ordonnance, mais enfin on n'en est quand même pas loin aujourd'hui. Les présidents d'exécutifs ont des prérogatives très très importantes par ailleurs, dans les modes de scrutin qui sont appliqués aujourd'hui, on attribue une prime majoritaire à la liste arrivée en tête, on renforce ce syndrome-là, c'est-à-dire qu'on a absolument le besoin, et c'est quelque chose qui transparaît là aussi dans les propositions qui nous ont été transmises dans le dossier, les différentes propositions qui sont sur la table, et celles qui semblent avoir la préférence, c'est-à-dire un grand vote au niveau de toute la métropole entre plusieurs listes, avec une prime majoritaire justement à la liste qui serait arrivée en tête. Et donc on a encore et toujours ce besoin d'affirmer une grande liste présidentielle qui écrase toutes les autres et qui n'a quelque part pas besoin de partager le pouvoir. Et ça, c'est une mentalité dont je pense qu'il faut un petit peu sortir. Ce serait un progrès, justement, de sortir un petit peu de tout ça, de retrouver des logiques de discussion, de confrontation d'idées, d'essayer d'associer différents points de vue, différentes visions. La seule question qu'il faut se dire, c'est que ces défis qu'on avait un peu
on les avait résolus avec 3 révolutions il y a 2 siècles en disant c'est le système parlementaire, c'est au niveau national. Et très clairement aujourd'hui, on sait qu'il y a une partie de cette vitalité, de cette intelligence démocratique qu'il faut mettre à un échelon plus proche du citoyen. Il faudrait se dézoner. Et j'ai croisé il n'y a pas longtemps un élu de cette métropole et je lui ai dit mais à l'étranger, il a dit mais nous on a une exception française. Moi je ne crois pas à l'exception française. Est-ce qu'une métropole, c'est un objet technique qui est mis à la main des élus comme un outil de mutualisation de compétences pour faire de l'assainissement, pour faire ce genre de choses-là? Ou est-ce qu'une métropole, c'est un objet politique et démocratique qui suppose donc qu'on rende des comptes précisément sur ce qu'on y fait, sur ce que les élus y font? Et à ce compte-là, si c'est un objet politique et démocratique, naturellement, on devrait passer, j'imagine, au suffrage universel pour qu'on puisse élire et répondre, une fois qu'on est élu, de ces actes. On doit également avoir des conseillers métropolitains qui soient issus de la vie civile et surtout des personnes qui ont envie de faire avancer non seulement leur commune, mais également l'agglomération dans son ensemble. Et pour cela, moi je n'ai pas la solution, mais il me semble qu'il serait intéressant de voir comment on peut mettre ce mode de scrutin en place. Voilà. Avant de vous passer la parole, monsieur, je rappelle que le statut de l'intercommunalité est très lié au mode de scrutin que l'on veut choisir. Si les métros restent un établissement public intercommunal, ce n'est pas la même chose que si l'intercommunalité devient une collectivité de plein exercice. Qui plus est, prenant les compétences du conseil départemental, dont les élus sont élus au suffrage universel direct. Vous voyez ? Donc il y a un lien, une adduction qui fait que le choix est aussi lié au statut, notamment de l'établissement public de coopération intercommunale. Monsieur. Hier soir, j'ai passé ma soirée avec un élu de la métropole de Lyon, qui est, comme vous le dites, une collectivité de plein droit. Et on a eu ce débat de savoir comment la prochaine fois se passeraient les élections à Lyon. Eh bien, toutes les communes ne seront plus représentées. L'ensemble du territoire sera partagé en 8 circonscriptions, oui. Et à partir de là seront élus les élus métropolitains de Lyon, ça, c'est le PLM. Mais qui est une collectivité de plein droit. On est bien d'accord. Voilà. Je me pose la question, pourquoi limiter ce débat à la métropole ? La métropole de Grenoble, moi j'ai beaucoup de soucis par rapport, ceux qui me connaissent le savent, j'ai toujours le souci du bassin grenoblois. Cette métropole, elle est entourée d'une part d'une communauté d'agglos et d'autre part d'une communauté de communes. On parle de fracture territoriale. Est-ce qu'une fois de plus, cette approche démocratique d'une élection au suffrage universel n'alimente pas une forme de fracture territoriale ? Je me pose la question. Simplement, moi, pour répondre à quelque chose qui s'est dit tout à l'heure, je ne pense pas que faire une métropole, c'est systématiquement faire baisser des coûts. Ce n'est pas vrai. On pensait, au début, que l'intercommunalité ferait baisser les coûts. La mutualisation n'a pas fait baisser les coûts, elle a simplement transformé les compétences. Et souvent, les coûts ont un peu augmenté. Mais je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important, quand on fait une métropole, c'est d'abord pour donner de la puissance à un territoire. C'est-à-dire faire que le territoire existe et qu'il existe à un autre échelon qu'un échelon local ou régional, mais qu'il puisse exister aussi dans le concert européen. Avoir une métropole à Grenoble, c'est pour ça que c'est important, c'est pour exister dans le concert européen, d'abord. Ensuite, je pense qu'on se trompe un peu dans le débat, parce qu'une métropole, ça n'est pas par nature une intercommunalité. Justement parce que c'est là pour donner de la puissance, la représentation des communes dans une métropole n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est les compétences. Ou tout au moins la proximité, c'est un faux débat, justement par rapport à toutes ces tailles de communes complètement différenciées. Donc savoir si on est plus proche quand on est maire dans une commune de 500 habitants, certainement. Quand on est maire de la commune de Grenoble, est-ce qu'on est plus proche des habitants les plus éloignés dans les quartiers ? C'est pas du tout certain. Voilà. Enfin, je signale quand même, vous avez été nombreux jusqu'à présent à être favorables sur le principe à l'élection au suffrage universel direct. Mais après avoir énoncé cela, c'est désormais que les difficultés commencent. Parce qu'après, c'est comment on l'organise. Et là, c'est un autre sport. C'est vrai que quand on arrive dans cet objet qu'est la métropole,
on arrive avec des convictions fortes et on arrive en tant qu'élu communal. Et clairement, pendant les premières années de mandat, on est quand même impacté par le fait qu'on va à la métropole pour défendre notre commune. Mais ça a très bien été dit par rapport donc aux compétences qui sont exercées. On voit bien qu'aujourd'hui, quand on fait un PLUI, quand on adopte un schéma directeur déchets, transition énergétique, quand on fait du PLH, on est forcément dans une approche globale. Donc, chemin faisant, il est évident, et ça renvoie, et je comprends tous les intervenants qui disent qu'il y a un problème de légitimité démocratique. Quand on prend une décision en matière de PLUI, en matière de PLH, il est évident qu'il faut rendre compte de ces décisions et qu'il faut pouvoir s'appuyer sur un vrai projet métropolitain, sur un vrai projet politique. Partout en Europe, on renvoie à la notion d'arrondissement. Et finalement, la loi PLM, c'est une loi qui s'adapte bien finalement aux métropoles, où on choisit des élus par arrondissement, à peu près homogènes en termes de territoire, mais également en termes de des arrondissements ruraux, urbains, centre-ville. Et puis, on arrive à faire une majorité à partir d'une liste d'arrondissements. Ça pose la question des fusions de communes, ça pose la question de la définition des arrondissements, mais je pense que c'est vers là qu'il faut travailler. Si un jour on veut que notre pays ait une culture référendaire, c'est-à-dire de la concertation poussée jusqu'au vote, c'est quelque chose qui se construit dans un délai de 20 ans. Parce qu'il faut changer, notamment les mentalités et les façons de faire. Ça passe bien, ça fonctionne bien dans d'autres pays. Et pourquoi ça ne marche pas chez nous? Et c'est ainsi que d'ailleurs, en débat, aurait pu venir la question, faut-il supprimer un ou deux échelons? Pourquoi on est en difficulté aujourd'hui sur ces sujets? C'est que nous sommes sur la question de deux niveaux de collectivité qui ont été construits, créés au moment de la Révolution française et qui n'existaient pas. Alors on peut dire, certes, les communes sont la suite des paroisses, mais le département n'existait pas. Aujourd'hui, il y a une vraie défiance qui s'est installée dans notre pays, mais pas seulement dans notre pays, sur la question démocratique. On n'en parle pas. Le plus grand nombre de citoyens qui ne participent plus, c'est ceux qui ne sont pas élus, inscrits sur les listes électorales. C'est ça d'abord. Et ça, c'est, je veux dire, il faut travailler avec des universitaires, des sociologues, pour essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui des hommes et des femmes se désintéressent de l'action publique, et notamment de participer au choix et d'être partie prenante. Ceux qui ne sont pas inscrits, ceux qui décident de ne plus aller voter. Et vous arrivez à des élections municipales, même nationales, où vous avez une participation de moins de 50%. Si à partir de cela, on n'est pas capable de se dire, mais attendez, collectivement, il y a une vraie question, et je veux dire, cette question-là, elle est avant l'élection au suffrage universel direct des élus métropolitains. Je veux dire, si on n'arrive pas dans les années qui viennent, et là, très vite, à régler ces difficultés, alors c'est lié aussi, bien entendu, à des choses qui sont beaucoup plus vastes. Ce n'est pas par hasard aujourd'hui qu'on a fabriqué, nous sommes collectivement responsables, on est dans une société très consumériste. Et non plus, je demande, j'ai des droits, mais où sont les devoirs, comment je m'engage? La question de l'engagement au sein de nos sociétés, elle est aussi posée dans tous ces sujets que l'on aborde aujourd'hui. Et je crois que c'est aussi en même temps extrêmement passionnant d'essayer de retrouver de nouvelles formes de gouvernance, de participation. Et il ne faut pas croire d'ailleurs, parce que j'ai vu quelquefois, on me dit, oui, vous vous intéressez beaucoup à la participation, mais les gens s'en foutent. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont désintéressés, mais pour autant, comment on peut refaire en sorte qu'il y ait citoyenneté? Ce n'est pas qu'un mot vide de sens. Comment on fait engagement au sein de nos communautés? Comment on est dans la participation et par une prise de conscience qui fait qu'on écoute les citoyens pour effectivement donner un prolongement au choix, au projet, au programme. Et ça me paraît d'ailleurs aussi exaltant. Et c'est ces réponses qu'il faut là aussi apporter. Il y a des solutions. On peut les mettre en débat. Si on veut respecter le fait communal et le fait métropolitain, prenons le mode de scrutin des élections régionales. Parce qu'à ce moment-là, vous avez une élection de liste métropolitaine avec notamment une élection par commune. Et
Et là, vous avez une réponse qui peut être apportée. Il y a d'autres solutions. Il y a ceux qui prônent 50% des élus métropolitains élus sur une liste métropolitaine, et des 50 autres élus le sont par les collectivités locales pour respecter le fait communal. Vous voyez, on peut imaginer, il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'il faudrait aussi un collège de citoyens tirés au sort. Hein. Donc je veux dire, on a un panel de solutions possibles. Maintenant, à nous de nous emparer du débat et d'essayer de voir quelle serait la meilleure organisation pour le Conseil métropolitain de Grenoble. Et je termine sur une chose. Moi, je suis un adepte de dire qu'il faudrait laisser une part d'initiative aux métropoles pour qu'elles choisissent elles-mêmes leur mode de scrutin en fonction des réalités historiques et culturelles des N'ouvre métropoles. pas un nouveau débat. Quand tu dis le chef, c'est très français, non, le chef, c'est un modèle qui est éternel. Les chefs dans les tribus amazoniennes, ils ne gouvernaient pas, ils parlaient, ils racontaient la communauté. Et moi, je suis convaincu qu'on est dans un modèle où le chef doit incarner et il doit y avoir de la délibération. Ça a été dit plusieurs fois, il n'y a pas de délibération en France, il faut remettre de la délibération dans les métropoles. Et le chef, il est là pour incarner. On le critique beaucoup, il a une fonction de paratonnerre et la délibération fait le reste de la politique. Et moi, je sors de cette soirée avec cette idée un peu plus claire. C'est-à-dire, quand je vois les modèles étrangers, il y a de la libération beaucoup plus que chez nous dans les métropoles. Et il y a des chefs, et des chefs qui, à intervalles réguliers, racontent, les 3 maires dont je vous ai parlé, ils respiraient leur ville. Il faudrait peut-être faire participer pour engager les gens. Le vote n'est peut-être pas suffisant. Moi, je voudrais revenir là-dessus parce que je suis aussi citoyenne américaine. Je vote aussi aux élections américaines où le système, justement, nous fait voter à plusieurs échelles de territoire en même temps. Et il est très difficile pour un citoyen qui n'est pas très averti sur justement les enjeux des différents territoires, les différents débats, de voter intelligemment lors de ces élections. Parler, intervenir, interpeller les élus par des acteurs de territoire qui sont représentatifs de différentes instances. Il y a d'autres objets de participation qui sont travaillés. Il y a une plateforme numérique, il y a un certain nombre d'autres choses que l'équipe met en place pour justement arriver à informer, arriver à débattre, arriver à faire que ces choses existent pour que les citoyens soient justement interpellés sur ces enjeux, puissent réfléchir avec les autres pour ensuite pouvoir, pourquoi pas, un jour aller voter. Mais à un moment donné, on ne peut pas juste demander aux gens d'aller voter. Marie-Christine ? Eh bien, merci. Merci à tous ceux qui sont dans la salle, qui ont participé. Je ne crois pas qu'il y ait eu trop de frustration. On a eu suffisamment de temps pour échanger. Merci à vous tous qui avez animé remarquablement ce débat et je vous en remercie. Merci Claudie pour avoir bien suivi ça. Alain, on te connaît et on t'apprécie toujours. Je voudrais dire 2 petites choses en passant. On n'a pas trop évoqué la question des scénarios qui étaient dans le projet gouvernemental. Ça reste à regarder. On n'a pas du tout parlé de parité, mais nous avons glissé dans vos dossiers 2 textes sur la parité dans les métropoles. Donc n'oubliez pas de les lire et pensons à ce sujet-là aussi qui doit être présent dans notre réflexion. Je devais excuser aussi le président Ferrari qui nous a chargé de le faire. C'était une première, car jusqu'ici, cette question a été débattue au sein des partis et des associations d'élus, mais pas dans une salle comme ça, ouverte à tous. En fonction de ce que vous aurez indiqué sur la feuille, vous avez une feuille dans votre petit dossier qui vous a été remis. Et sur cette feuille, que vous remettrez dans une urne qui doit se trouver par là, vers le buffet, à l'extérieur vers le buffet, vous y arriverez bien. Et donc, sur cette feuille, indiquez-nous les questions que vous souhaiteriez voir approfondir pour un éventuel 2e débat. Je pense que celui-ci nous a tellement intéressés que on verrait même volontiers une suite. Donc, n'oubliez pas cette question-là. Et nous, selon vos demandes, nous organiserons peut-être ce 2e débat. Les actes de cette rencontre seront adressés à tous les participants et à ceux qui en feront la demande. La vidéo de ce débat pionnier permettra aussi, nous l'espérons, d'ouvrir au-delà de notre métropole la réflexion sur le mode d'élection des conseillers métropolitains et plus largement des intercommunalités, car ça a bien été dit.
ben moi, je suis extrêmement satisfaite de ce qui vient de se passer. Voilà.